Et si je vous disais que ce qui arrive n'est pas simplement une nouvelle récession, mais quelque chose de beaucoup plus profond? Ce qui nous attend n'est peut-être pas un ralentissement à court terme, mais une transformation à long terme. Et la vraie question n'est pas seulement de savoir si nous y survivrons. C'est de savoir à quel point nous serons préparés lorsque le monde changera d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas encore imaginer. Quand la plupart d'entre nous entendons le mot récession, nous imaginons quelque chose de familier, peut-être comme ce qui s'est passé au début des années 2000 ou même en 2008. Les entreprises licencient des travailleurs et la bourse chute, les prix de l'immobilier baissent, puis après un an ou deux, les choses rebondissent. C'est douloureux, mais c'est temporaire, comme une mauvaise tempête qui traverse votre quartier. Vous barricadez les fenêtres, vous attendez que ça passe, puis vous commencez à nettoyer. Mais ce que je vois maintenant, ce dont de nombreux économistes et historiens discutent indiscrètement, n'est pas ce genre de tempête. C'est plutôt comme le changement climatique, un changement fondamental dans les systèmes sous-jacents qui régissent le fonctionnement de notre économie. Et tout comme le changement climatique, au moment où la plupart des gens reconnaissent ce qui se passe, la transformation est déjà bien avancée. Pensez un instant à la génération de vos grands-parents. Ils ont vécu la Grande Dépression et ce n'était pas seulement une récession. C'était une réorganisation complète de la façon dont l'argent, le travail et la société fonctionnaient. Le monde qui a émergé dans les années 1940 et 1950 était fondamentalement différent du monde des années 1920. De nouvelles institutions, de nouvelles relations entre le gouvernement et les citoyens, de nouvelles façons de penser et la sécurité et la prospérité. C'est le genre de changement auquel nous pourrions être confrontés maintenant. Pas seulement un ralentissement temporaire, mais un recablage du système économique mondial. Et cela est provoqué par des forces bien plus grandes que les politiques d'un seul pays ou les problèmes d'une industrie particulière. Pour comprendre ce qui rend cela différent, nous devons d'abord prendre du recul et voir les forces plus importantes qui façonnent l'économie mondiale. Et la première de ces forces est quelque chose qui touche tous les aspects de notre vie financière, mais reste invisible pour la plupart d'entre nous jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imaginez le budget de votre ménage, mais à l'échelle de nations entières. Depuis des décennies maintenant, vraiment depuis les années 1980, les pays, les entreprises et les familles vivent de plus en plus d'argent emprunté. Maintenant, emprunter n'est pas nécessairement mauvais. Quand vous avez contracté un prêt hypothécaire pour acheter votre maison, cette dette avait probablement du sens. Vous avez échangé des paiements mensuels contre la sécurité de la propriété et avec le temps, votre maison a probablement pris de la valeur. Le même principe fonctionne pour les pays et les entreprises. Quand vous empruntez de l'argent pour construire une usine ou améliorer les infrastructures, cette dette peut se rembourser d'elle-même en augmentant la productivité et la croissance économique. C'est comme emprunter de l'argent pour aller à l'université. La dette en vaut la peine si votre pouvoir d'achat accru couvre largement le coût. Mais voici où les choses deviennent intéressantes et un peu effrayantes. Au cours des 4 dernières décennies, nous avons construit une économie mondiale entière sur l'hypothèse que la dette peut continuer à croître indéfiniment tant qu'elle croît un peu plus lentement que l'économie elle-même. C'est comme une famille qui continue de contracter des prêts hypothécaires de plus en plus importants parce que leur maison ne cesse de prendre de la valeur. Ça marche très bien jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et en ce moment, nous approchons de ce moment où ça ne marche plus. Je lisais à propos d'une conversation qui a eu lieu en 1971. Un jeune employé travaillait sur le parquet de la bourse de New York lorsque le président Nixon a annoncé que l'Amérique n'échangerait plus d'or contre des dollars. Ce jeune homme pensait que ce serait un désastre. Il s'attendait à ce que la bourse s'effondre. Au lieu de cela, elle a grimpé en flèche. Pourquoi ? Parce que lorsque vous facilitez la création d'argent, les choses évaluées dans cette monnaie ont tendance à augmenter. C'était le début de ce que les économistes ont appelé le super cycle de la dette. Pendant plus de 50 ans, chaque fois que l'économie rencontrait des difficultés, la solution était la même. Rendre l'emprunt moins cher et plus facile. Baisser les taux d'intérêt, imprimer plus d'argent, encourager plus de dettes. Et ça a fonctionné jusqu'à ce que la dette devienne si importante qu'elle commence à consommer de plus en plus de nos revenus juste pour la rembourser. Pensez à cela en des termes auxquels vous pouvez vous identifier. Le gouvernement des États-Unis dépense maintenant environ 1000 milliards de dollars chaque année juste pour payer les intérêts sur l'argent qu'il a déjà emprunté. C'est de l'argent qui ne peut pas être dépensé pour les routes, les écoles, la santé ou la sécurité sociale.
C'est comme une famille qui paie tellement d'intérêts sur sa carte de crédit qu'elle ne peut plus se permettre d'acheter de la nourriture. Et ça empire. Chaque année, le gouvernement doit emprunter davantage. C'est la position dans laquelle de nombreux pays se trouvent aujourd'hui. Et ce ne sont pas seulement les gouvernements. Les entreprises ont fait la même chose. Pendant des années, elles ont emprunté de l'argent à des taux d'intérêt incroyablement bas pour racheter leurs propres actions, verser des dividendes et financer leur expansion. Mais maintenant que les taux d'intérêt augmentent, ces prêts deviennent beaucoup plus coûteux à maintenir. Et puis il y a les familles ordinaires, les prêts hypothécaires, les dettes de cartes de crédit, les prêts étudiants, les paiements de voitures. Le ménage moyen porte plus de dettes par rapport à son revenu qu'à presque n'importe quel moment de l'histoire. Pour de nombreux retraités, c'est particulièrement préoccupant parce que vous vivez avec des revenus fixes alors que le coût de tout le reste continue d'augmenter. Mais la dette n'est qu'une pièce du puzzle. La deuxième force vient de quelque chose que nous ressentons tous les jours, le coût de la vie. Vous l'avez probablement remarqué partout. Les prix des biens de première nécessité augmentent plus rapidement qu'ils ne l'ont fait depuis des décennies. Et ce n'est pas le genre de flambée temporaire des prix que nous voyons parfois pendant les perturbations économiques. Cela semble différent, plus persistant, plus structurel. La pensée économique traditionnelle dit que les récessions guérissent l'inflation. Quand les gens perdent leur emploi et réduisent leurs dépenses, la demande chute et les prix devraient baisser. C'est comme une soupape de pression qui libère la vapeur d'un système surchauffé. Mais ce que nous vivons maintenant pourrait ne pas répondre à ce remède traditionnel. Voici pourquoi c'est particulièrement difficile pour ceux d'entre vous qui sont à la retraite ou qui approchent de la retraite. L'inflation est comme un impôt caché sur l'épargne. Chaque année où les prix augmentent plus rapidement que vos rendements d'investissement, vous devenez effectivement plus pauvre. Cette cagnotte que vous avez soigneusement construite pendant des décennies commence à se rétrécir en termes réels. Même si les chiffres sur vos relevés de compte semblent identiques. Et ce n'est pas seulement une question de pouvoir d'achat réduit, l'inflation vous force à changer votre façon de vivre. Peut-être que vous commencez à acheter des marques génériques au lieu des produits que vous préférez. Peut-être que vous reportez ce voyage pour voir vos petits-enfants. Peut-être que vous retardez les réparations nécessaires de la maison ou les procédures médicales. Ce ne sont pas seulement des ajustements financiers, ce sont des ajustements de vie qui peuvent affecter votre santé, vos relations et votre sentiment de sécurité. L'ironie cruelle est que les politiques même conçues pour aider l'économie, la baisse des taux d'intérêt et l'augmentation des dépenses gouvernementales peuvent aggraver l'inflation. C'est comme essayer de refroidir une pièce en montant le chauffage. Les bonnes intentions sont là, mais le mécanisme ne fonctionne pas. Et pendant que l'argent perd de sa valeur, la dynamique du pouvoir mondial change, rendant cela encore plus difficile à prévoir. Pendant la majeure partie de notre vie d'adulte, le monde a fonctionné selon ce que nous pourrions appeler le système américain. Le dollar était la principale monnaie mondiale. Les entreprises américaines dominaient sur les marchés mondiaux et les consommateurs américains stimulaient la demande mondiale. Ce n'était pas parfait, mais c'était prévisible. Ce système s'effondre, et ce qui le remplace est beaucoup plus complexe et incertain. Pensez aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement que nous avons connues pendant la pandémie. Soudain, les produits fabriqués à l'autre bout du monde ne pouvaient pas atteindre les rayons américains. Les médicaments fabriqués en Chine n'étaient pas disponibles dans les pharmacies américaines. Les puces informatiques fabriquées à Taïwan ne pouvaient pas atteindre les usines américaines. Nous avons réalisé à quel point nous étions devenus dépendants d'un système mondial que nous pensions stable, mais qui était en fait assez fragile. Maintenant, les pays restructurent délibérément ces chaînes d'approvisionnement. Ils rapprochent la production de chez eux, même si cela coûte plus cher. Ils forment de nouveaux partenariats commerciaux qui n'incluent pas les États-Unis. Ils créent des systèmes alternatifs pour les paiements internationaux qui contournent le dollar. Ce n'est pas nécessairement mauvais pour l'Amérique à long terme, mais c'est perturbant à court terme. Et la perturbation crée de l'incertitude, et l'incertitude rend plus difficile pour les entreprises de planifier, pour les investisseurs d'allouer le capital, et pour les familles de prendre des décisions financières. Pour les seniors en particulier, cela compte parce que vous avez tendance à préférer la stabilité et la prévisibilité. Vous avez fait votre planification basée sur certaines hypothèses sur le fonctionnement du monde. Mais si ces hypothèses changent, vos plans pourraient devoir changer aussi.
Ensemble, la dette, l'inflation et la géopolitique créent de la turbulence. Mais il y a une autre force qui les amplifie toutes. La technologie. J'ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler avec la technologie. Et je peux vous dire que ce qui se passe maintenant est différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Nous ne parlons pas seulement d'ordinateurs plus rapides ou de meilleurs smartphones. Nous parlons d'intelligence artificielle qui peut effectuer des tâches que nous pensions que seuls les humains pouvaient faire. L'automatisation qui passe des usines au bureau et des systèmes numériques qui remodèlent des industries entières. Maintenant, la technologie a toujours éliminé certains emplois tout en créant d'autres. Quand les automobiles ont remplacé les chevaux, les forgerons sont devenus mécaniciens. Quand les ordinateurs ont remplacé les machines à écrire, les secrétaires sont devenus des assistantes administratives avec de nouvelles compétences numériques. Le schéma a été cohérent. Perturbation à court terme suivie d'adaptation et de nouvelles opportunités. Mais cette fois semble différente tant par le rythme que par l'ampleur. L'intelligence artificielle ne remplace pas seulement le travail manuel. Elle commence à remplacer le travail cognitif. La recherche juridique, l'analyse financière, le diagnostic médical, même l'écriture créative, des tâches qui nécessitent des années d'éducation et d'expérience sont automatisées et le rythme s'accélère. Contrairement aux révolutions technologiques précédentes qui se sont déroulées sur des décennies, les capacités de l'intelligence artificielle s'améliorent de façon exponentielle. Ce qui prend des heures à un professionnel qualifié aujourd'hui pourrait prendre quelques minutes à un système d'intelligence artificielle l'année prochaine. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà à la retraite, cela peut sembler être le problème de quelqu'un d'autre, mais cela vous affecte aussi, de manière qui pourrait ne pas être immédiatement évidente. Vos enfants et petits-enfants naviguent dans des marchés du travail de plus en plus incertains. Les entreprises dont les actions figurent dans votre portefeuille de retraite doivent se réinventer complètement. Le système de santé dont vous dépendez est transformé par de nouvelles technologies qui promettent de meilleurs résultats, mais créent également de nouvelles complexités et de nouveaux couacs. Et ces perturbations ne se produisent pas dans le vide. Elles affectent des vies réelles, des communautés et des générations différemment. Quand je pense à l'impact humain de ce qui arrive, je pense à 3 groupes de personnes, chacun faisant face à des défis différents, mais tous connectés par les mêmes forces sous-jacentes. D'abord, il y a les seniors et les retraités, des gens comme beaucoup d'entre vous qui regardez ceci. Vous avez passé des décennies à construire la sécurité financière, et maintenant vous la voyez érodée par des forces largement hors de votre contrôle. Les coûts de santé qui continuent d'augmenter plus rapidement que votre revenu. Les portefeuilles d'investissement qui semblent perdre de la valeur juste au moment où vous en avez le plus besoin. Les systèmes de retraite qui promettent moins et livrent encore moins que ce qu'ils promettent. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'autonomie et de dignité. Quand l'inflation grignote votre pouvoir d'achat, vous perdez un certain contrôle sur votre propre vie. Quand la technologie change la façon dont les services de base fonctionnent, vous pouvez vous sentir laissé, pour compte dans un monde qui avance trop vite. Quand la perturbation économique affecte vos enfants adultes, vous vous inquiétez pour leur avenir et vous vous demandez si vous serez capable de les aider. Ensuite, il y a les adultes en âge de travailler, vos enfants peut-être, qui essaient de construire le même genre de sécurité que vous avez réussi à créer, mais dans un environnement beaucoup plus difficile. Ils font face à des marchés du travail qui semblent de plus en plus instables, des coûts de logement qui semblent impossiblement élevés, et des fardeaux de dettes que vous n'avez jamais eu à porter à leur âge. Et enfin, il y a les jeunes, vos petits-enfants peut-être, qui grandissent dans un monde où les chemins traditionnels vers la prospérité semblent bloqués ou incertains. L'université coûte plus cher mais garantit moins. L'accession à la propriété semble hors de portée. Fonder une famille nécessite des ressources financières qui semblent de plus en plus difficiles à accumuler. Ce qui relie tous ces défis, c'est qu'ils ne sont pas des revers temporaires qui se corrigeront d'eux-mêmes si nous attendons assez longtemps. Ce sont des symptômes de changements plus profonds dans le fonctionnement de notre système économique. Et cela signifie que les solutions ne peuvent pas être temporaires non plus. Si nous nous arrêtons ici, cela pourrait sembler pessimiste, mais l'histoire montre que même en temps de bouleversement, des opportunités existent pour ceux qui s'adaptent. Et j'étudie les cycles historiques depuis des années, et il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont les êtres humains réagissent aux périodes de grands changements. Nous avons tendance à penser que la façon dont les choses sont maintenant est la façon dont elles ont toujours été et la façon dont elles seront toujours.
Mais si vous regardez en arrière, au fil des siècles, vous voyez que ce que nous considérons comme normal est en fait assez temporaire. Prenez la période vécue par vos parents ou grands-parents. Les années 1930 ont été dévastatrices. Le chômage a atteint 25%. Les banques ont fait faillite. Les gens ont perdu leurs maisons et leurs économies. Cela semblait être la fin du monde. Mais ce qui a émergé de cette crise a été la période la plus prospère de l'histoire américaine. Le programme pour anciens combattants, la sécurité sociale, le système autoroutier inter-État, le programme spatial, des innovations qui ont créé des opportunités que vos grands-parents n'auraient pas pu imaginer. Ou considérez les années 1970, une époque qui à bien des égards ressemble à ce que nous vivons maintenant. L'inflation atteignait 2 chiffres. Les coûts énergétiques montaient en flèche. La confiance américaine a été ébranlée par la guerre et le scandale politique. Les gens parlaient de déclin national, de la fin de la prospérité américaine. Qu'avaient en commun les gens qui non seulement ont survécu, mais ont prospéré pendant ces périodes? Ils n'ont pas perdu de temps à attendre que les choses reviennent comme avant. Ils ont regardé vers l'avenir, adapté leurs compétences, diversifié leurs ressources et surtout, ils ont maintenu leur conviction que l'ingéniosité et la résilience humaine pouvaient surmonter n'importe quel défi. Si cette conversation vous a apporté une nouvelle perspective jusqu'à présent, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de partager ces réflexions importantes avec vous. Je pense aux histoires que ma grand-mère racontait sur la dépression. Sa famille a perdu sa ferme, mais au lieu d'abandonner, ils ont déménagé en ville où mon grand-père a appris de nouvelles compétences et a finalement créé une petite entreprise. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient prévue, mais c'était une bonne vie. Et les leçons qu'ils ont apprises sur la frugalité, l'adaptabilité et le soutien communautaire les ont bien servis pour le reste de leur vie. Le même schéma se répète tout au long de l'histoire. La perturbation économique force les gens à devenir plus débrouillards, plus collaboratifs, plus innovants. Elle supprime les hypothèses et force une réflexion nouvelle. Et bien que ce processus puisse être inconfortable, il conduit souvent à des solutions meilleures que ce qui existait auparavant. Alors à quoi pourrait ressembler l'adaptation aujourd'hui dans un monde confronté à des défis au-delà d'une récession normale? Laissez-moi commencer par quelque chose de personnel parce que je pense que les changements les plus importants commencent toujours par des choix individuels. Et le premier choix concerne notre façon de penser l'apprentissage et la croissance. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'éducation était quelque chose qui se produisait quand on était jeune et ensuite on appliquait ce qu'on avait appris pour le reste de sa vie professionnelle. Mais ce modèle ne fonctionne plus quand les connaissances deviennent obsolètes tous les quelques années et que de nouvelles technologies émergent constamment. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. J'ai 70 ans. Je ne vais pas retourner à l'école. Et vous avez raison. Vous n'avez probablement pas besoin d'obtenir un autre diplôme. Mais rester curieux, rester engagé avec de nouvelles idées, en apprendre suffisamment sur les nouvelles technologies pour comprendre comment elles pourraient affecter votre vie. Ce n'est pas seulement intellectuellement stimulant, c'est pratiquement essentiel. Pensez aux services bancaires en ligne, à la télémédecine, à la communication numérique avec les membres de la famille. Il y a 20 ans, c'était des technologies exotiques. Aujourd'hui, ce sont des outils de base pour maintenir l'indépendance et la connexion. Les seniors qui apprennent à les utiliser ont plus d'options et plus de contrôle sur leur vie que ceux qui ont résisté. Le même principe s'applique à la compréhension des changements économiques dont nous avons discuté. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en politique monétaire ou en intelligence artificielle. Mais comprendre les bases, comment l'inflation affecte votre pouvoir d'achat, comment fonctionnent les cycles de dette, comment le changement technologique crée à la fois des défis et des opportunités, vous aide à prendre de meilleures décisions concernant votre propre sécurité financière. La prudence financière est un autre domaine où l'action individuelle peut faire une vraie différence, mais elle doit être abordée différemment que par le passé. L'ancien modèle était simple. Travailler dur, économiser de l'argent, le placer dans des investissements sûrs et laisser les intérêts composés faire le travail. Cette approche a bien servi les générations précédentes parce qu'elle vivait dans une ère de prix relativement stable et de rendement prévisible. Mais quand l'inflation érode la valeur des liquidités, l'épargne et les investissements traditionnellement sûrs rapportent moins que le taux d'augmentation des prix, vous avez besoin d'une approche plus sophistiquée. Cela ne signifie pas prendre des risques fous ou poursuivre des combines pour devenir riche rapidement.
Cela signifie diversifier de manière qui protège contre différents types de perturbations économiques. Un peu d'argent dans des actifs qui ont tendance à conserver leur valeur pendant l'inflation, un peu dans des investissements qui bénéficient de l'innovation technologique, un peu dans des ressources qui restent précieuses, quoi qu'il arrive, AOX monnaie papier. Et cela signifie être plus réfléchi sur les habitudes de dépenses, pas de façon avare ou craintive, mais stratégique. Investir dans des choses qui améliorent votre santé et votre indépendance à long terme. Réduire la dépendance envers des systèmes qui pourraient devenir peu fiables. Construire des relations et des compétences qui créent une sécurité au-delà de la simple richesse financière. La santé d'ailleurs mérite une attention particulière parce que c'est à la fois un atout personnel et une protection contre l'incertitude économique. Dans un monde où les coûts de santé augmentent hautement plus rapidement que les revenus et où la perturbation économique pourrait affecter l'accès aux services, votre bien-être physique et mental devient encore plus précieux. Il ne s'agit pas seulement de prendre vos médicaments et de voir votre médecin régulièrement, bien que ces choses comptent. Il s'agit de penser systématiquement à ce qui vous maintient fort, indépendant et résilient. L'exercice qui maintient votre mobilité, les connexions sociales qui soutiennent votre santé mentale, l'engagement intellectuel qui garde votre esprit vif, les compétences pratiques qui réduisent de votre dépendance envers des services qui pourraient devenir coûteux ou peu fiables. Mais la préparation individuelle, aussi importante soit-elle, ne va que jusqu'à un certain point. Les plus grandes opportunités viennent des réponses au niveau communautaire. Vous savez, l'une des choses les plus intéressantes que j'ai observées est comment la perturbation économique renforce souvent les communautés locales, même si elle affaiblit les institutions plus grandes. Quand les gens ne peuvent pas compter sur des entreprises distantes ou des programmes gouvernementaux pour répondre à leurs besoins, ils redécouvrent la valeur des voisins, des entreprises locales et des organisations communautaires. Pendant la pandémie, nous avons vu cela partout. Des groupes de quartiers organisant des livraisons d'épicerie pour les seniors. Des restaurants locaux se transformant pour servir leur communauté de nouvelles façons. Des gens découvrant que leurs voisins d'à côté avaient des compétences et des ressources dont ils n'avaient jamais eu connaissance. Ce genre de résilience locale devient encore plus important quand les systèmes économiques plus larges sont instables. Et c'est un domaine où les seniors ont des avantages particuliers. Vous avez l'expérience, les compétences et souvent le temps que les jeunes n'ont pas. Vous comprenez comment les communautés fonctionnaient avant que tout ne soit centralisé et numérisé. Vous avez des réseaux de relations construits sur des décennies. Il y a un énorme potentiel dans la coopération intergénérationnelle. Les seniors partageant leurs connaissances et leur sagesse, les jeunes apportant de l'énergie et des compétences techniques, les personnes d'âge moyen fournissant le leadership et les ressources. Mais ces connexions ne se produisent pas automatiquement. Elles nécessitent un effort intentionnel pour construire des ponts entre les groupes d'âge et créer des structures qui profitent à tous. Je pense à des exemples réussis que j'ai vus. Des jardins communautaires où les seniors enseignent les techniques de culture traditionnelle tandis que les jeunes apportent des connaissances sur les pratiques durables. Des bibliothèques d'outils où les voisins partagent l'équipement au lieu que tout le monde achète le sien. Des réseaux d'échange de compétences où les gens échangent des services basés sur ce qu'ils savent faire plutôt que sur ce qu'ils peuvent se permettre de payer. Cela peut sembler être de petites choses, mais ce sont en fait des réponses profondes à la perturbation économique. Elles créent de la valeur en dehors du système monétaire traditionnel. Elles construisent des relations qui offrent une sécurité au-delà de ce que n'importe quel compte d'épargne individuel peut offrir, et elles démontrent que l'ingéniosité humaine peut résoudre des problèmes qui semblent accablants quand vous y faites face seul. À plus grande échelle, il y a des raisons de croire que les mêmes forces créant la perturbation pourraient également stimuler une reprise menée par l'innovation. L'histoire montre que les périodes de crise économique coïncident souvent avec des innovations révolutionnaires. Les technologies qui ont alimenté l'essor d'après-guerre, les ordinateurs, les moteurs à réaction, l'énergie nucléaire, les plastiques, ont été largement développées pendant les difficultés économiques des années 1930 et 1930 et y continuent à modifier 40. Internet, qui a transformé l'économie à partir des années 1990, a été créé pendant la stagflation des années 1970. Les défis d'aujourd'hui stimulent une innovation similaire. L'intelligence artificielle et l'automatisation pourraient éliminer certains emplois, mais elles créent également des possibilités que nous pouvons à peine imaginer.
Les technologies d'énergie propre promettent de réduire les coûts et d'augmenter l'indépendance énergétique. Les avancées médicales pourraient prolonger considérablement la durée de vie en bonne santé et réduire les coûts de santé. De nouveaux matériaux et techniques de fabrication pourraient rendre de nombreux produits moins chers et plus accessibles. La question n'est pas de savoir si ces innovations émergeront. Elles émergent déjà. La question est de savoir à quelle vitesse elles se développeront et dans quelle mesure leurs avantages seront largement distribués. Ce qui nous amène au dernier point et au plus important. Bien que nous ne puissions pas arrêter ce qui arrive, nous pouvons choisir comment nous y faisons face. Je veux être clair sur quelque chose. Je ne suggère pas que ce qui nous attend sera facile ou que la pensée positive seule résoudra des problèmes économiques complexes. Une perturbation réelle cause de difficultés réelles pour des personnes réelles. Et certains des changements que nous voyons créeront de véritables pertes qui ne peuvent pas simplement être effacées ou auxquelles on peut s'adapter. Mais je suggère que la façon dont nous cadrons ce qui se passe affecte notre façon d'y répondre, et notre façon de répondre affecte ce qui se passe ensuite. Si nous pensons à ce qui arrive comme simplement une pire version des récessions passées, nous dépenserons notre énergie à essayer de revenir là où nous étions. Nous attendrons que quelqu'un d'autre, les politiciens, les banquiers centraux, les dirigeants d'entreprises, restaurent l'ancienne normalité et nous serons déçus quand cela n'arrivera pas parce que l'ancienne normalité a été construite sur des conditions qui n'existent plus. Si au contraire nous pensons à ce qui se passe comme une transition vers quelque chose de différent, nous pouvons concentrer notre énergie à comprendre à quoi pourrait ressembler ce quelque chose et comment nous positionner avantageusement en son sein. Ce n'est pas de l'optimisme naïf. C'est du réalisme stratégique. Le monde change, que cela nous plaise ou non,